Je suis Henri Guilbert. Mes racines familiales, côté maternel, plongent profondément dans Boussay. Et c'est dire que très jeune, pratiquement naissant, je suis venu à respirer l'air de la Touraine du Sud. Mes grands-parents maternels, comme beaucoup d'habitants de Boussay, étaient domestiques au château, que j'invite le plus grand nombre possible de Tourangeaux, de Tourangelles et des gens de France et d'ailleurs à visiter ce château qui va fêter ses 1000 ans, donc qu'ils viennent les 17 et 18 août. Je serai présent au château pour vous accueillir, ainsi que mes deux collègues, Valérie Ferré et Guillaume Le Chevalier. Alors, le château de Boussay a été construit en 1024 dans l'extrémité sud d'un fief qui appartenait aux seigneurs de Preuilly. Ils avaient ce fief appelé de noble nature ou de nature noble, c'est-à-dire qu'il ne pouvait être concédé qu'à un chevalier choisi parmi ses fidèles. Et le premier seigneur connu de Boussay est un nommé Renaud de Péan ou de Payen. C'est la souche d'où descendent tous ceux qui sont venus après, tous les seigneurs, y compris les descendants actuels, par les femmes. Renaud de Payen, on dit qu'il serait parent avec Hugues de Payen, qui était l'un des créateurs des Templiers. Les Péans étaient chevaliers bannerets de Touraine, qui était un ordre militaire. Il fallait être noble et il fallait être capable de lever une armée de 30 à 40 hommes. Quand ils avaient réuni leurs troupes, ils pouvaient lever bannière, d'où le terme banneret. Les Péans ont régné sur la terre de Boussay environ 130 à 134 ans. Et le dernier des Péans n'avait qu'une fille, Jeanne, qui a dû se marier avec un Menou. C'est comme ça que les Menous sont arrivés à Boussay. Moi, j'ai pris la date de 1338, où le chevalier Nicolas III de Menou est venu épouser donc Jeanne de Péan. C'était des chevaliers de premier ordre, très qualifiés pour servir le roi. Donc Nicolas III de Menou s'est marié avec Jeanne Péan et a eu 4 enfants. Et heureusement, dans un sens, qu'il y a eu un remariage du fait du décès de l'épouse, et la seconde épouse lui a donné un héritier, de qui descendent la descendance actuelle. Ils ont tous toujours rempli de hautes fonctions au service de la couronne de France, en tant que chambellan, conseiller du roi, maître de camp, amiraux, etc., etc. L'un de ceux qui s'est distingué, mais il y en a d'autres, c'est Jean VII de Menou, qui est parti pendant la guerre de Cent Ans au secours de la ville d'Orléans, qui était prise complètement, Jeanne d'Arc également avec. Et c'est lui qui a sauvé avec une escouade de 30 hommes, paraît-il. Voilà. Et il a été nommé conseiller chambellan du roi. Jean VII de Menou a eu évidemment une descendance de fils qui ont occupé également de très hautes fonctions autour de la couronne, comme ambassadeur, comme chef de guerre, et même maître d'hôtel d'une des reines de France. Philippe de Menou, qui a, d'après les écrits, organisé les obsèques d'Anne de Bretagne à la basilique Saint-Denis. Alors, il a épousé une jeune fille de 12 ans, Madeleine Fumé. Cette jeune de 12 ans, évidemment, n'était pas nubile quand elle s'est mariée, donc, mais dès 16 ans, elle a été enceinte et elle a enfanté. Et en enfantant, elle est morte en couche. Ce Jean IX, il a eu ce fils, là, ce seul fils, René, qui d'un premier mariage a eu 19 enfants et d'un second mariage 14. Et cependant, contrairement à ce que l'on croit, d'après les écrits, cette descendance n'ont pas eu de descendance, ou très peu. Au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, les Menous
donc ont voulu avoir une demeure beaucoup plus agréable, beaucoup plus plus moderne que leur forteresse. C'était un quadrilatère. Hein. C'était un quadrilatère avec, à peu près, d'après les écrits, hein, avec donc 4 bâtiments qui étaient reliés entre eux et qui ceinturaient une cour intérieure. Et d'après les documents, il semblerait que la tour ronde et la tour quadrangulaire au nord seraient de cette époque-là. Toujours est-il que les Menous ont voulu avoir le style Renaissance, hein, donc avoir quelque chose de très joli. Donc ils ont fait abattre le mur nord. À partir de là, ils ont reconstruit donc une partie de l'aile du 17e, là, où on voit donc les 3 étages. Durant la Deuxième Guerre mondiale, dès la France occupée, dès l'armistice signé, donc le château, ici, a été occupé par les Allemands. Ils sont 48 heures après la signature de l'armistice. C'est assez curieux, d'ailleurs, ils sont arrivés par l'avenue du Château, là, qui fait face au parc, et ils ont demandé à voir la propriétaire. Ils ont dit, bon ben voilà, on vient, on occupe le château. Et pendant 3 semaines à peu près, on a vu le grand oriflamme à croix gammée qui recouvrait la tour centrale. Voilà. Et ils sont restés là pendant 15 jours, 3 semaines. Les Allemands sont partis. Et là où nous étions en zone libre, c'est-à-dire en zone non occupée par les Allemands. Et la ligne de démarcation arrivait pratiquement à la hauteur du cimetière de Bousset. C'était la fin, puis après elle a été reculée. Toujours est-il que le château a été occupé par une brigade de gendarmerie qui était chargée de surveiller la ligne de démarcation, puisqu'on ne pouvait pas passer la ligne de démarcation sans avoir un laissez-passer. À Auschwitz. Moi, je me souviens, étant enfant, voilà une anecdote, c'est la première fois que je visitais le château de Bousset. Je n'en ai aucun souvenir, simplement que j'étais subjugué par la grandeur du bâtiment. Maman m'avait amené avec elle, puisque nous devions passer la ligne de démarcation. Je me souviens d'une pièce sombre et d'un couloir. Après, et il y avait des lézardes. Et la seule chose que je me souviens, c'est la question posée par maman. Elle a dit aux gendarmes qui étaient là, il y avait un bureau, elle a dit « c'est les Allemands qui ont fait ça quand ils ont occupé le château ?» Et le gendarme a dit « oui, c'est voilà. »